Le sergent allemand vérifiait sa montre quand 200 obus atterrirent en même temps. Il n'y eut aucun avertissement, aucun grondement lointain de canon, aucun sifflement d'obus en approche. Une seconde, ces hommes mangeaient des rations froides dans leurs trous de combat à l'extérieur de Saint-Lô. La seconde suivante, la terre érupta dans toutes les directions, simultanément. Des hommes qui étaient debout disparurent. Des véhicules furent projetés en l'air. L'onde de choc rendit des soldats inconscients à 50 mètres de l'impact le plus proche. Les survivants qui rampèrent hors des cratères n'étaient pas simplement blessés. Ils étaient psychologiquement anéantis. En l'espace d'un seul battement de cœur, toute leur réalité avait changé. Il n'y avait eu aucune montée en puissance, aucune chance de se battre. L'artillerie allemande ne fonctionnait pas comme cela. L'artillerie de personne ne fonctionnait comme cela. Ils venaient de subir quelque chose que l'armée américaine perfectionnait depuis une décennie. Une arme si dévastatrice que les généraux allemands dirent plus tard qu'elle était pire que tout ce qu'ils avaient affronté pendant la guerre, y compris les chars, y compris les bombardiers, y compris les Russes. Pour comprendre pourquoi l'artillerie américaine terrifiait les Allemands, il faut comprendre comment l'artillerie fonctionnait normalement. Les bombardements traditionnels commençaient par des tirs de réglage. Une batterie tirait 1 ou 2 obus. Les observateurs regardaient où ils atterrissaient et les artilleurs ajustaient à leur visée. Puis le véritable barrage commençait. Ce processus prenait du temps. Plus important encore, il donnait un avertissement à l'ennemi. Les premiers obus indiquaient aux défenseurs exactement ce qui allait arriver. Ils avaient de précieuses secondes pour plonger dans les trous de combat, ramper sous les véhicules ou se plaquer contre le sol. Et ces secondes comptaient plus que quiconque ne le réalisait. L'armée américaine mena des études sur la rapidité avec laquelle les soldats pouvaient réagir au feu ennemi. Au moment du premier impact, 58% des soldats en position défensive étaient encore debout. Seulement 9% étaient entièrement à plat ventre avec une protection. Mais dans les 2 secondes suivant la première explosion, les chiffres s'inversaient. Après 8 secondes, chaque soldat était à plat sur le sol avec une forme de couverture. Les mathématiques étaient d'acide brutal. Un bombardement qui donnait aux défenseurs 8 secondes d'avertissement était 66% moins létal qu'un bombardement qui arrivait sans prévenir. La question qui obsédait les officiers d'artillerie américains dans les années 1930 était simple. Et s'il n'y avait aucun avertissement du tout? La réponse vint des collines balayées par le vent de l'Oklahoma. Fort Sill était le foyer de l'entraînement de l'artillerie américaine depuis 1911. Dans les années entre les 2 guerres mondiales, tandis que le reste de l'armée stagnait, une poignée d'officiers à Fort Sill révolutionnait discrètement la façon dont l'artillerie pouvait être utilisée. Le commandant Carlos Brewer arriva au département d'artillerie à la fin des années 1920 avec des idées radicales. Il croyait que l'artillerie américaine était trop lente, trop lourde, trop dépendante de méthodes dépassées de la Première Guerre mondiale. Brewer introduisit de nouvelles techniques de direction de tir, conçues pour rendre le soutien d'artillerie presque instantané. Son successeur, le commandant Orlando Ward, poussa le concept plus loin. Ward créa quelque chose appelé le centre de direction de tir. Au lieu que chaque batterie calcule ses propres solutions de tir indépendamment, un quartier général central coordonnerait tous les canons d'un secteur simultanément. Les implications étaient révolutionnaires. Si un seul quartier général contrôlait des dizaines de canons, et si les calculs pouvaient être faits assez rapidement, chaque canon pouvait tirer à un moment différent, mais tous leurs obus atterriraient gênés sur la même cible au même instant. Pas de tir de réglage, pas de tir d'ajustement, pas d'avertissement. Les Allemands n'avaient jamais rien vu de tel, personne d'autre non plus. Le concept était élégant, l'exécution était d'une complexité meurtrière. Chaque obus d'artillerie suit un arc balistique. Un obusier de 105 mm à 5 km de la cible pouvait avoir un temps de vol de 45 secondes. Un canon de 155 mm à 8 km pouvait prendre 60 secondes. Un obusier distant de 203 mm pouvait prendre 90 secondes ou plus. Le tir à temps sur objectif, que les soldats appelaient TOT, nécessitait de calculer le temps de vol exact depuis chaque position de canon jusqu'à la cible.
puis chaque batterie tirait au moment précisément calculé, de sorte que tous les obus arrivaient dans une fenêtre de 3 secondes. Le compte à rebours était diffusé par radio. Les centres de direction de tir transmettaient le signal horaire à chaque batterie du secteur. Les artilleurs écoutaient avec des chronomètres. Au moment désigné, les canons lourds les plus éloignés tiraient en premier. Quelques secondes plus tard, les batteries moyennes ouvraient le feu. Enfin, les canons les plus proches ajoutaient leurs obus à la tempête convergente. La cible n'entendait rien jusqu'à l'impact. Pour un soldat allemand, c'était inexplicable. On entend un oiseau chanter, on entend le vent. Et puis, en une fraction de seconde, tout explose en même temps. Les officiers américains apprirent rapidement que l'effet psychologique était aussi dévastateur que la destruction physique. Les prisonniers allemands rapportaient systématiquement la même chose. Le silence avant un barrage TOT était la partie la plus terrifiante. Les Allemands savaient en faire les calculs. Tout artilleur compétent comprenait les calculs balistiques. Ce qu'ils ne pouvaient pas égaler, c'était la rapidité. Sous le système allemand, une attaque venant d'une direction inattendue pouvait s'attendre à être libre de tirs d'artillerie précis pendant 10 à 12 minutes. C'était le temps qu'il fallait aux batteries allemandes pour recevoir les informations de ciblage, calculer les solutions de tir et ajuster leurs canons. L'artillerie américaine pouvait répondre en moins de 3 minutes. La différence venait de la technologie et de la doctrine travaillant ensemble. Le général Jacob Dever, un pionnier de la guerre blindée, avait étudié les radios FM que la police d'État du Connecticut utilisait dans ses voitures de patrouille. Il convainquit l'armée de développer des radios FM de véhicules pour les observateurs avancés. Le résultat fut une communication claire depuis les lignes de front jusqu'au centre de direction de tir, même pendant que les unités étaient en mouvement. Les observateurs avancés allemands devaient compter sur des lignes téléphoniques constamment coupées par les tirs d'obus. Les observateurs américains avançaient avec l'infanterie, transmettant les coordonnées par radio en temps réel. En 1944, une compagnie d'infanterie américaine sous attaque pouvait recevoir un soutien d'artillerie dans les 3 minutes suivant le premier tir. Les Allemands avaient besoin de 12 minutes pour la même réponse. Ces 9 minutes supplémentaires coûtèrent des milliers de vies allemandes. L'écart entre l'artillerie américaine et allemande n'était pas seulement une question de tactique, c'était un affrontement entre 2 siècles différents. Tandis que les batteries américaines bourdonnaient du son des moteurs diesel et des radios, les colonnes d'artillerie allemandes résonnaient encore du bruit des sabots de chevaux. Ils menaient une guerre moderne avec une logistique napoléonienne. Pire encore, les forces allemandes utilisaient du matériel capturé de chaque nation qu'elles avaient conquise. Le général Hans Eberbach, commandant la 5e armée blindée en Normandie, écrivit que son artillerie comprenait des canons de toutes les grandes puissances d'Europe. Des 75 français, des obusiers tchèques, des canons de campagne polonais, des pièces soviétiques capturées sur le front de l'Est. Chaque canon nécessitait des munitions différentes, des tables de tir différentes, des procédures de maintenance différentes. La logistique était un cauchemar. Certaines batteries ne pouvaient pas tirer du tout parce que les obus appropriés n'étaient pas arrivés. Les Américains, en revanche, déployaient une famille standardisée de canons avec des munitions abondantes et des solutions de tir précalculées pour chaque situation. En Normandie, les Britanniques seuls avaient 6 fois plus de canons qu'Eberbach pouvait en déployer. Les Américains en avaient encore plus. Les officiers allemands comprenaient qu'ils étaient surpassés en puissance de feu. Ce qu'ils ne comprenaient pas avant de l'avoir vécu, c'était à quel point les Américains avaient maîtrisé la science du tir coordonné. Le système d'artillerie américain reçut son premier test au combat en Afrique du Nord fin 1942. Le maréchal Erwin Rommel fut impressionné malgré lui. Dans une lettre à sa femme datée du 18 février 1943, il décrivit les combats lors des premiers affrontements en Tunisie. Un avion d'observation avait dirigé le tir de nombreuses batteries sur toutes les cibles valables dans toute la zone. Rommel écrivit « Les Américains appelaient des tirs précis plus vite que ses propres forces ne pouvaient répondre. Le renard du désert avait combattu les Britanniques pendant 2 ans. Il savait ce que l'artillerie alliée pouvait faire, mais le système américain était quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement le volume de feu, bien que les Américains l'aiment certainement, c'était la coordination.
de multiples batteries convergeant sur des cibles uniques avec un minutage de précision. Les forces américaines à Kasserine étaient novices. Elles firent des erreurs. Certaines unités cédèrent sous l'attaque allemande, mais l'artillerie ne leur fit jamais défaut. Même quand les positions d'infanterie furent submergées, les canons continuèrent de tirer. Les avancées allemandes s'enlisèrent sous des rideaux d'acier qui semblèrent apparaître de nulle part. Les vétérans de Rommel le remarquèrent. Ils commencèrent à respecter l'artillerie américaine bien avant de respecter l'infanterie américaine. En juin 1944, le système d'artillerie américain avait été affiné pour devenir une machine à tuer. Le bocage normand aurait dû être un paradis défensif pour les Allemands. Chaque champ était entouré de talus de terre, surmontés d'une végétation dense, une couverture parfaite pour les défenseurs, des pièges mortels parfaits pour les attaquants. L'infanterie américaine peinait dans le bocage, les chars ne pouvaient pas percer les haies, la progression se mesurait en mètres par jour, payée en sang. Mais l'artillerie n'arrêta jamais d'apprendre. Les observateurs avancés développèrent des techniques pour appeler des tirs sur des positions qu'ils ne pouvaient pas voir directement. Des avions d'observation tournaient au-dessus, dirigeant les batteries sur les concentrations allemandes. À la côte 192 à l'extérieur de Saint-Lô, la 2e division d'infanterie faisait face à des défenseurs allemands retranchés qui avaient repoussé chaque attaque. Le commandant de l'artillerie divisionnaire tenta quelque chose de nouveau. Il coordonna 20 missions TOT séparées en une seule nuit. Toutes les quelques heures, des positions allemandes qui semblaient sûres éruptaient en explosions simultanées. Les défenseurs ne pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient pas se réapprovisionner. Ils ne pouvaient pas faire tourner leurs hommes épuisés vers des positions arrière parce que les positions arrière étaient aussi bombardées. Au matin, la résistance allemande s'était effondrée. L'effet psychologique avait été aussi important que les pertes. Le 25 juillet 1944, l'armée américaine démontra ce qui se passait quand la puissance aérienne et l'artillerie travaillaient ensemble, en parfaite coordination. L'opération Cobra fut conçue pour briser l'impasse normande. Le général Omar Bradley voulait une force écrasante concentrée sur un front étroit. Le bombardement commença à 9h38 du matin. Plus de 1500 bombardiers lourds larguèrent leurs charges sur les positions allemandes à l'ouest de Saint-Lô. Des bombardiers moyens suivirent, puis des chasseurs bombardiers. Finalement, quand la fumée se dissipa, l'artillerie prit le relais pour clouer au sol les éventuels survivants. Plus de 1100 canons ouvrirent le feu. Plus de 140 000 obus avaient été alloués pour le 7e corps seul. Les Allemands tenant ce secteur cessèrent d'exister en tant que force combattante. Le général Fritz Bayerlein commandait l'élite de la division Panzer Lehr, l'une des meilleures unités blindées de l'armée allemande. Ces hommes étaient des vétérans du front de l'Est. Ils avaient survécu aux barrages d'artillerie soviétique et aux raids de bombardement britanniques. Et rien ne les avait préparés à cela. Le rapport d'après-action de Bayerlein décrivit la dévastation combinée de la puissance aérienne et de l'artillerie dans un langage qui choqua même les officiers d'état-major endurcis. Les tapis de bombes roulaient vers eux, la plupart passant à seulement quelques mètres, écrivit-il. Un mur de poussière s'éleva avec des fontaines de terre jaillissant haut dans les airs. Toute la zone ressemblait à un paysage lunaire. Tout était brûlé et détruit. Ces chars étaient retournés. Ces lignes de communication étaient coupées, ces postes de commandement étaient démolis. Mais la destruction physique n'était pas ce qui avait brisé ces hommes, c'était l'impuissance. Les survivants se comportaient comme des fous. Bayerlein rapporta. On les trouvait tremblants de manière incontrôlable, incapables de parler ou de tenir une arme. À mon avis, l'enfer n'est pas aussi terrible que ce que nous avons vécu. Un général allemand qui avait combattu à travers l'Europe pendant 5 ans ne comparait pas la bataille au front russe, il la comparait à la damnation. La division Panzerlehr, la formation blindée d'élite qui était censée rejeter les Américains à la mer, perdit près de la moitié de sa force de combat en une seule matinée. Et l'opération Cobra n'était que le début. La ligne allemande ne se plia pas simplement à Cobra, elle vola en éclats. Les blindés américains s'engouffrèrent dans la brèche. En quelques jours, la 3e armée du général Patton fonçait à travers la France, couvrant des distances qui semblaient impossibles.
Les unités allemandes tentant de se replier se retrouvèrent sous un harcèlement d'artillerie constant. Les observateurs avancés américains avançaient avec les éléments de tête, appelant des tirs sur toute concentration de troupes ou de véhicules ennemis. L'avancée était si rapide que les bataillons d'artillerie devaient y se relayer de position en position juste pour suivre. Mais le système de direction de tir était conçu exactement pour ce genre de chaos. Les batteries pouvaient se déplacer, s'installer et calculer de nouvelles solutions de tir en quelques minutes. Les défenseurs allemands essayant d'établir des positions de blocage, découvrant que les obus américains arrivaient avant qu'ils ne puissent creuser. L'artillerie semblait être partout à la fois. En août, l'armée allemande en France était en pleine retraite. Des divisions entières furent détruites dans la poche de falaise. Prises dans un feu croisé d'artillerie venant de multiples directions, les survivants rapportèrent des récits en Allemagne. Les canons américains tiraient sans avertissement, et les obus arrivaient de nulle part. En décembre 1944, l'artillerie américaine devint encore plus terrifiante. La fusée de proximité, que les soldats appelaient la fusée amusante ou la fusée VT, avait été l'un des secrets les plus étroitement gardés de la guerre. Le Pentagone avait refusé d'autoriser son utilisation au combat terrestre, de peur que les Allemands ne récupèrent un obus non explosé et ne procèdent à de la rétro-ingénierie de la technologie. Mais quand l'Allemagne lança son offensive désespérée dans les Ardennes, le général Eisenhower exigea la permission d'utiliser toutes les armes disponibles. La fusée VT contenait un minuscule émetteur radar. Au lieu d'exploser à l'impact, l'obus détonnait automatiquement quand il détectait qu'il était proche du sol, typiquement à 6 à 15 mètres en l'air. Un obus à éclatement aérien était dévastateur contre les troupes à découvert. Les éclats d'obus pleuvaient d'en haut, pénétrant les trous de combat et les tranchées qui auraient protégé contre les explosions au niveau du sol. Combinée avec les tactiques TOT, la fusée de proximité transforma l'artillerie américaine en quelque chose de presque surnaturel. Les soldats allemands qui pensaient être en sécurité dans leur position de combat découvrirent soudain que la mort tombait du ciel sans aucun avertissement. La bataille des Ardennes devint le test ultime de l'artillerie américaine. Le 16 décembre 1944, plus de 200 000 soldats allemands s'écrasèrent contre des positions américaines faiblement tenues dans la forêt des Ardennes. L'attaque réalisa une surprise totale. Les blindés allemands pénétrèrent profondément dans les lignes alliées, mais l'artillerie tint bon. À Dom-Bütgenbach, sur l'épaule nord du saillant, les forces allemandes perçaient. La 2e division d'infanterie faisait face à l'anéantissement. L'artillerie américaine vint à la rescousse avec un ciblage bien placé de plus de 10 000 obus en une période de 8 heures. Pour les soldats américains gelés et terrifiés, blottis dans leurs trous de combat, ce tonnerre lointain n'était pas simplement du bruit, c'était le son du salut, la seule chose qui se dressait entre eux et un massacre. L'avancée allemande fut stoppée net. Sur l'épaule nord, 4 divisions américaines coordonnèrent leur artillerie sous un commandement unique. 348 canons plus un bataillon de mortiers de 107 mm tirèrent tous ensemble, leurs obus dirigés par un seul centre de direction de tir. Les unités qui avaient réussi à percer les positions d'infanterie américaines se retrouvèrent déchiquetées par des tirs d'artillerie convergents. Et puis, les fusées de proximité arrivèrent. Le général George Patton n'était pas facilement impressionné par les armes. Il croyait aux tactiques agressives et à la guerre de mouvement, pas à rester en retrait et laisser l'artillerie faire le travail. La fusée de proximité le fit changer d'avis. Dans une lettre au ministère de la Guerre, Patton décrivit ce qui se passa quand ses canons attrapèrent un bataillon allemand à découvert. « Le nouvel obus avec la fusée amusante est dévastateur », écrivit Patton. « Nous avons attrapé un bataillon allemand tentant de traverser la rivière Sûre et en avons tué, par comptage réel, 702. » Par comptage réel, pas une estimation. Après que la fumée se fut dissipée, des soldats durent parcourir le terrain et compter les corps un par un. Une seule concentration d'artillerie avait anéanti un bataillon allemand entier. Plus de 700 hommes tués en quelques minutes. Patton poursuivit sa lettre avec une observation qui révélait à quel point la nouvelle arme l'avait impressionné. « Je pense que quand toutes les armées auront cet obus, nous devrons concevoir une nouvelle méthode de guerre. »
Venant de Patton, qui croyait en la charge en avant, pas en l'attente de la technologie, c'était un éloge extraordinaire. Il conclut simplement « Je suis heureux que vous y ayez pensé les premiers ». L'effet psychologique des barrages T-haute à fusée VT poussa les soldats allemands au-delà de leur point de rupture. À Malmedy, des bataillons d'artillerie américains soutenant la ville tirèrent des obus à fusée de proximité contre les formations allemandes attaquantes. Les défenseurs regardèrent avec incrédulité ce qui se passa ensuite. Des soldats allemands chargèrent directement dans le feu d'artillerie, en criant « Komm ». Le mot allemand « pour se rendre » pensait au niveau de terreur nécessaire pour qu'un soldat court vers l'ennemi. Ce n'était pas une décision tactique. C'était une panique primale, un besoin désespéré d'être n'importe où ailleurs que sous ces éclatements aériens. Quand les interrogateurs demandèrent aux survivants des Ardennes ce qu'ils craignaient le plus, la réponse fut constante. Ce n'était pas le froid glacial, ce n'était pas les chars de Patton, c'était les éclatements aériens. Après la guerre, les officiers de renseignement américains interrogèrent systématiquement les commandants allemands sur leurs expériences. Les témoignages étaient cohérents. Les officiers allemands qui avaient été critiques envers l'infanterie américaine, la qualifiant d'amateurs enthousiastes qui s'appuyaient trop lourdement sur la puissance de feu, n'avaient que du respect pour l'artillerie américaine. La perspective allemande révéla quelque chose d'important. Quand les unités allemandes étaient attaquées, les Britanniques ripostaient et manœuvraient vers une meilleure position. Les Américains répondaient différemment. Au lieu de manœuvrer, ils noyaient simplement la zone sous une pluie punitive d'acier. Une fois le barrage terminé, ils contre-attaquaient avant que les Allemands ne puissent même relever la tête. Ce schéma de violence écrasante, immédiate, brisa la doctrine défensive allemande. Ils étaient entraînés à absorber un assaut initial puis à contre-attaquer. L'artillerie américaine leur en refusait l'opportunité. Un officier allemand capturé résuma la différence. Il nota que les Britanniques tiraient, puis faisaient une pause pour ajuster. Les Américains, se plaignit-il, tiraient simplement avec tout le monde, avec tout et tout en même temps. En mars 1945, l'artillerie américaine avait accompli quelque chose de sans précédent dans l'histoire militaire. Lors de la traversée du Rhin, le général Simpson et Eisenhower se tenaient sur la rive ouest et regardèrent 2700 canons ouvrir le feu simultanément. Plus de 60 000 obus en une seule heure, le plus grand barrage Todt de la guerre. Les positions allemandes sur la rive opposée ne subirent pas simplement des pertes, elles cessèrent d'exister. Quand la fumée se dissipa, l'infanterie américaine traversa avec une opposition minimale. Les défenseurs qui survécurent étaient trop sonnés pour combattre. Patton écrivit plus tard dans ses mémoires que l'artillerie avait gagné la guerre. La technique du tir à temps sur objectif ne gagna pas la guerre à elle seule. Aucune arme unique ne le fait jamais. Mais elle représentait quelque chose d'important sur la façon dont l'armée américaine abordait la guerre. Tandis que d'autres armées comptaient sur le courage et la tactique, les officiers américains, à Fort Sill, passèrent les années de l'entre-deux-guerres à résoudre des problèmes avec les mathématiques et l'ingénierie. Ils posèrent une question simple. Comment tuer plus d'ennemis tout en perdant moins de nos propres hommes? La réponse fut la coordination, la rapidité et une puissance de feu écrasante délivrée avec un minutage de précision. Ce n'était pas glorieux. Cela ne faisait pas de récit héroïque de courage individuel, mais cela fonctionnait. Les soldats allemands qui affrontèrent l'artillerie américaine en France, en Belgique et en Allemagne emportèrent le souvenir pour le reste de leur vie. Le silence avant la tempête, l'instant où le monde explosait, l'impuissance de savoir que rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait les protéger. Le général parla pour eux tous. L'enfer n'est pas aussi terrible que ce que nous avons vécu. Les hommes qui perfectionnèrent par le TOT à Fort Sill ne devinrent jamais célèbres. Ils menèrent leur guerre avec des règles à calcul et des chronomètres des années avant que le premier coup de feu ne fût tiré. Ils ne cherchaient pas la gloire. Ils cherchaient un moyen de ramener les jeunes Américains à la maison, et les soldats qui ont survécu grâce à leur travail savaient exactement qui les avait sauvés.